J'ai dû m'excuser d'exister dès le début de ma vie. Je me disais que c'était moi qui étais vilaine, que j'étais sale, que j'étais méchante et que c'était de ma faute et qu'elle avait raison. Et que tant qu'elle me faisait du mal, au moins elle ne se faisait pas de mal. On se demande toujours pourquoi. Je dirais une fiction, tellement c'est dingue. Ça n'était pas une maladie chez ma mère, mais un choix. Peut-être que le plus grave dans ces relations de maltraitance, c'est finalement qu'on finit par fermer son cœur et par ne plus oser aimer. Arriver à me construire comme femme équilibrée, c'est le premier jour dans ma vie où je respire correctement. C'est pas parce que votre mère vous a pas aimé que vous ne serez pas en capacité d'aimer vos enfants, d'être aimé de vos enfants et d'aimer être mère. J'avais rompu la malédiction en fait. Bienvenue Marie-Estelle. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans cette émission sur le plateau de Mentor Show. Alors je te reçois parce que tu viens de sortir ta toute première masterclass sur notre site Mentor Show qui est dédiée aux relations de couple et comment avoir une vie de couple épanouie. Donc on va s'en parler tout au long de cet entretien. Donc toi Marie-Estelle, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es psychologue clinicienne, psychothérapeute, tu as publié pas mal d'ouvrages sur le couple, sur la séparation, mais aussi sur les relations toxiques. Et j'ai envie qu'on parle de ça pendant cette interview, et notamment d'un livre que tu as sorti, un livre témoignage qui s'appelle L'Anti-Mère, qui est vraiment hyper émouvant sur la relation terrible que tu as eue dans ton enfance avec ta mère. Et j'aimerais qu'on parle de ça pendant cette interview parce qu'on reçoit beaucoup de témoignages à l'issue des interviews qu'on fait sur ce plateau, mais aussi de nos masterclass sur les relations compliquées qu'on a parfois avec nos mères. Et je pense que c'est important qu'on en parle. Du coup, je voulais réagir à cette phrase qui est vraiment sur la couve. Tu dis que tu as dû très tôt survivre à la jalousie maternelle. Il y a tellement de mots qui s'opposent en fait dans cette phrase que j'aimerais que tu nous dises un peu. Très tôt, tu as eu le sentiment d'avoir dû survivre dans ton enfance alors que c'était le début de ta vie. Oui, alors en fait, ce livre est un livre d'espoir d'abord parce que je veux vraiment témoigner à la fois comme psychothérapeute et comme petite fille maltraitée du fait qu'on peut avoir des relations désastreuses au début de sa vie et puis malgré tout reconstruire sa féminité, sa maternité, sa confiance en soi, sa capacité à aimer, à ouvrir son cœur. Parce que peut-être que le plus grave dans ces relations de maltraitance, c'est finalement qu'on finit par fermer son cœur et par ne plus oser aimer. En fait, ma mère n'a pas supporté que je sois une fille. Elle m'a vue comme une rivale et donc j'ai dû m'excuser d'exister dès le début de ma vie, à la fois la prendre en charge parce que moi je percevais sa violence comme une maladie jusqu'à ce que je comprenne que c'était un choix de destruction ouvert de sa fille. Et puis en même temps arriver à me construire comme femme équilibrée, ce qui était mon principal objectif et peut-être mon fil conducteur qui m'a permis d'aller vers la psychologie, d'aller vers la psychothérapie, d'aller aussi vers la spiritualité parce qu'il fallait que je trouve des ressources intérieures comme je n'en trouvais pas dans mon environnement. Et voilà, donc je raconte dans ce livre en fait toutes ces maltraitances ont commencé dès la naissance en fait et comment petit à petit j'ai eu une émergence de la conscience que ça n'était pas une maladie chez ma mère mais un choix. Et comment j'ai réussi malgré tout à construire des relations et à m'éloigner de cet environnement et à devenir mère, à me réconcilier avec l'idée que j'allais pouvoir être une mère qui n'était pas comme ma mère et mettre en place une autre maternité et aujourd'hui pouvoir dire que je suis extrêmement heureuse d'être mère et que j'ai évidemment en permanence le doute et la crainte de faire mal à mes enfants et de faire mal avec mes enfants, mais peut-être aussi que ce doute m'aiguillonne et me permet de faire souvent des pas de côté, d'essayer de me remettre en question pour leur faire le moins de mal possible et le plus de bien possible surtout. On va se replonger un peu dans ton enfance. Alors, ce qui est assez frappant dans ton récit, c'est que tu as des souvenirs dès l'âge de 3 ans. Normalement, on a l'impression que c'est un peu plus tard, donc c'est peut-être le traumatisme ou la difficulté de ce que tu as vécu qui fait que c'est très présent. Mais tu racontes très tôt que tu as vécu sous la menace constante du suicide de ta mère parce que tu ne te comportais pas comme elle aurait souhaité. C'était quoi ton quotidien en fait ? Oui, alors en fait, j'ai eu un très très long travail de thérapie pour retrouver des souvenirs parce que j'avais fait ce qu'on appelle des amnésies traumatiques sur des trimestres entiers de ma vie. Et ça a été grâce à des photos, grâce à la psychothérapie, grâce à des documents administratifs parfois, que j'ai retrouvé des épisodes de ma vie et que par un document qui m'indiquait tel événement que j'avais complètement scotomisé, j'ai pu me souvenir qu'il s'était passé ça et puis en interrogeant aussi des personnes, en interrogeant des amis de mes parents parfois.
Donc le travail de mémoire, il a été assez long en fait en amont du travail d'écriture. Et en fait, ma vie quotidienne de petite fille, c'était que déjà j'étais très collée de par la différence d'âge avec mes frères, j'étais très collée à ma mère en fait. Et d'ailleurs, mon père appelait ma chambre et la sienne le gynécée. Donc c'était assez significatif. J'avais que des frères qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Et donc ma mère, constatant que j'étais une fille et totalement désespérée de l'intérêt que me portaient les hommes de la famille, avait fait le choix de me coller à elle, de me couper des hommes et de m'utiliser un petit peu comme un doudou, comme un bouchon, comme quelqu'un qui était destiné à remplir toutes ses attentes et en même temps à ne jamais la dépasser. Donc j'étais dans un quotidien qui était fait d'injonctions paradoxales. C'est-à-dire que je devais être parfaite, mais je ne devais pas attirer l'attention. Je devais être intelligente, mais je ne devais pas prendre de distance avec ce qu'elle me disait. Je devais avaler tous ses mensonges, etc., etc. Et en fait, à partir de l'âge de 3 ans, j'ai le souvenir qu'elle me dit que si je fais ci ou si je fais ça, elle va se suicider. Donc il y a un chantage au suicide permanent, face auquel un enfant de 3 ans n'a aucun moyen de se défendre. Mon père était très fuyant en fait. C'est ça que j'allais demander, comment réagissait l'entourage face à Mon père ne supportait plus ma mère et pour éviter les conflits, il était complètement fuyant en fait. Il se perdait dans le travail, il se perdait dans des activités, des hobbies et il se sentait en incapacité de la gérer. Il posait pas du tout de limites, il lui donnait les pleins pouvoirs à la maison et lui il fuyait la maison. Donc en réalité, j'avais très peu de témoins à ce que je vivais et j'étais pas en capacité à 3 ans, 6 ans de décrire ce que je vivais, de l'authentifier comme une maltraitance et au contraire, je couvrais ma mère. C'est-à-dire que j'ai développé un syndrome de Stockholm où chaque fois qu'elle me faisait du mal, je me disais que c'était moi qui étais vilaine, que j'étais sale, que j'étais méchante et que c'était de ma faute et qu'elle avait raison. Et que tant qu'elle me faisait du mal, au moins elle ne se faisait pas de mal. Parce que dans ma tête, j'avais fait ce lien, je m'étais dit, pour pas qu'elle se suicide, il vaut mieux qu'elle se défoule sur moi. Donc les humiliations, les insultes, les hurlements, parfois la maltraitance physique aussi. Je me rappelle qu'elle me nettoyait les oreilles avec des épingles à chignon sous prétexte que ça partait mieux. Donc j'avais peur d'elle. Et je me rappelle qu'elle me gardait le plus possible à la maison en disant que de toute façon j'étais trop fatiguée pour aller à l'école. Donc il y avait vraiment une emprise totalitaire, un peu comme dans une secte. Et moi j'étais un peu le disciple de mon gourou et je défendais mon gourou quand quelqu'un le critiquait en fait. J'ai mis beaucoup de temps à identifier les maltraitances. Ça a commencé quand j'ai vu une psychologue et qu'elle m'a mis ce mot dessus. J'ai d'abord été dans le déni en lui disant qu'elle ne comprenait pas la relation que j'avais avec ma mère. J'avais 17 ans. Okay. Mais je pense que cette femme m'a permis de me représenter, de me figurer les choses autrement. Et comme moi, j'avais à cœur d'être une femme équilibrée et de ne pas faire subir à mon futur mari ce que ma mère faisait subir à mon père, j'ai décidé très tôt de faire une psychothérapie. Et puis en plus, moi, je voulais être psychologue. Donc j'ai commencé à travailler sur moi assez jeune. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvé la vie. Parce que quand je vois aujourd'hui des femmes qui n'identifient cela qu'à 40 ans, quand elles ont déjà un mari, déjà des enfants, je vois bien que c'est extrêmement dur pour elles de surmonter la culpabilité de couper les ponts. Et malheureusement, le coupable, c'est pas celui qui est obligé de couper les ponts pour survivre, en fait. Le coupable, c'est le parent qui insulte sa fonction parentale en n'aimant pas son enfant. C'est jamais l'enfant le coupable. T'as compris pourquoi elle faisait ça? Tu disais tout à l'heure, c'était pas une maladie, c'était un choix. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question quand on est victime de maltraitance dans l'enfance de la part de sa mère, de son père ou d'un proche parent. On se demande toujours pourquoi. C'est tellement impensable, là ce qu'on lit dans ton livre, on le lit d'une traite d'ailleurs, mais c'est impensable de lire des choses pareilles, on dirait une fiction, tellement c'est dingue. Et malheureusement, il y a énormément de personnes, tu as dû avoir des témoignages, voilà, qui t'ont dit qu'ils avaient vécu des choses similaires. Est-ce que tu sais pourquoi elle faisait ça? Mais tu sais, plus la relation parent-enfant est violente, plus c'est contre nature, puisqu'on ne peut pas imaginer qu'un mammifère n'aime pas son petit, et les êtres humains sont des mammifères, a fortiori quand c'est la mère. On a une mystification de l'image de la mère qui serait forcément aimante. Et dans les histoires d'inceste, par exemple, la victime n'est jamais crue. On lui dit « mais non, c'est pas possible, ton père, il t'adore ». Et donc il y a d'abord un mouvement de recul, on se dit ça n'est pas possible, c'est de la fiction. Malheureusement, je crois qu'on est parent avec ce qu'on est, avec sa personnalité, et quand on a une personnalité manipulatrice et perverse et extrêmement narcissique et qu'on n'a pas du tout travaillé sur soi et qu'on a un trouble de la personnalité très très grave,
et ben on reporte ça sur son enfant qui n'est pas vécu comme une personne vis-à-vis de qui on n'a que des devoirs, que des responsabilités, mais comme un objet. Voilà, donc j'étais supposée glorifier ma mère et en même temps ne pas lui faire d'ombre. Donc dès que je réussissais trop bien dans quelque chose, elle me faisait arrêter cette activité. Elle m'avait jeté mes chaussons de danse juste avant un concours. Enfin voilà, il y avait un sabotage permanent. À l'arrivée de l'adolescence, quand je commençais à m'intéresser aux garçons et vice-versa, elle m'a coupé les cheveux extrêmement courts alors que j'étais très complexée par mes joues de bébé, donc j'avais envie d'avoir les cheveux longs. Enfin voilà, c'était des humiliations constantes sur ma féminité avec des insultes que je raconte dans le livre le jour où j'ai mes premières règles, etc. etc. Et quand vous êtes isolé, c'est le principe du pervers, c'est qu'il isole sa victime et puis qu'il lui fait croire que c'est elle le coupable, que c'est elle qui la met dans cet état-là. Tu me rends folle, tu es une garce. J'avais pas de moyen de comparaison. Donc quand je finissais par voir des copines qui me disaient j'étais au restaurant parce que j'ai eu mes premières règles et maman m'a offert une robe, mais moi j'avais l'impression qu'elle vivait dans une réalité parallèle, que c'était elle qui était dans la fiction en fait. Donc on met beaucoup de temps à se dire que son référentiel parental n'est pas la norme et qu'il est déviant. Tu n'en as parlé à personne au final? Il y avait personne qui se rendait compte? Enfin, ton entourage a été absent? Il y a personne qui manifestait quand même un peu d'inquiétude, qui est venu s'adresser à toi, à ta mère, à ton père, peut-être à tes frères? Alors dans la famille, très peu dans la famille. En fait... mes frères voyaient des déviances, mais comme ils auraient eu besoin d'être soutenus véritablement par mon père pour que leur parole ait du poids, ils ont fait sauf qu'ils peuvent. Ils ont déjà essayé eux-mêmes de s'enfuir de ce nid toxique, parce que même si c'était pas des filles, ils avaient quand même une mère très dysfonctionnelle, donc c'est compliqué de construire son rapport aux femmes avec ce modèle. Et donc mon père n'osait pas en fait. Mon père, pour sauver les apparences, n'osait pas poser les mots et prendre les décisions qui se seraient imposées, c'est-à-dire notamment divorcer pour me permettre d'avoir un autre environnement. Mes grands-parents maternels s'en lavaient totalement les mains. Pourquoi, à ton avis, c'est trop compliqué parce que je pense de remettre qu'ils avaient en question? été tellement dépassés eux-mêmes par le trouble de la personnalité de ma mère, quand elle était petite, puisque j'en ai parlé avec le frère de ma mère qui m'a dit « mais ta mère est exactement comme tu dis dans le livre, moi je l'ai vécu en tant que petit frère, en fait, c'était la même, sa jalousie était la même vis-à-vis de son petit frère ». En revanche, il y avait et puis ma mère faisait illusion comme tous les pervers, donc mes cousins, ils la trouvaient hyper sympa. C'était la tante originale. Oui, effectivement, elle était très excentrique, oui. En revanche, il y avait ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère paternelle, elle avait tout compris. Et je suis très émue quand je parle d'elle. Ma grand-mère paternelle se méfiait énormément de ma mère parce qu'elle avait vu ses réactions quand je suis née. Ma grand-mère avait vraiment fait un berceau chez elle. J'étais sa petite princesse. Elle savait que je serais certainement sa dernière petite fille et donc elle était hyper heureuse d'accueillir un nouveau bébé dans la famille. C'était une femme très très maternelle qui avait perdu un enfant à l'âge de 20 ans. Qui avait vécu l'occupation avec des Allemands chez elle, etc. Donc il y avait à la fois un grand courage et des grandes douleurs très dignement portées. Et elle avait vu le problème et elle encourageait mon père à prendre des décisions, mais mon père n'a pas trouvé la force de le faire. Il a été complètement mis sous emprise par ma mère. Donc moi, aujourd'hui, j'ai complètement pardonné à mon père sa faiblesse. C'est ce que j'allais te demander, quelle relation tu gardes avec lui, parce que tu aurais pu lui en vouloir. Alors, je lui en ai voulu. Je suis passée par la colère. On a eu des mots très, très difficiles, parce que quand on est sous emprise de quelqu'un, on peut devenir aussi très méchant et devenir son bras armé. Et il était du côté du plus fort, il ne me protégeait pas, mais on a beaucoup parlé, Aujourd'hui, j'ai fait le choix, mais c'est un choix très personnel et je ne veux surtout pas, en le disant, culpabiliser ceux qui ne le font pas. J'ai coupé les ponts avec ma mère, mais j'ai pardonné totalement à mon père parce que je sais que ses regrets sont sincères, je sais quelles sont ses faiblesses. Je lui ai tout pardonné et je souhaite lui donner dans sa vieillesse toute la tendresse que j'ai toujours voulu lui donner et que ma mère, en nous séparant, m'a toujours empêché de lui donner. Donc voilà, c'est un bon grand-père, il répare aussi en étant un bon grand-père avec mes 3 fils. Donc moi, je suis en paix avec ça, c'est ok en fait. C'est ok, tu n'as pas pu et aujourd'hui, je suis suffisamment solide pour être en lien avec toi sans que cela me blesse. Donc je suis à cet endroit, mais j'ai plein de patients qui n'en sont pas encore là ou qui n'en seront jamais là et c'est ok, ce sont des histoires douloureuses mais très très intimes et qu'on vit chacun comme on peut les vivre. Quand je te vois aujourd'hui, alors tu es une psychologue accomplie, tu es une mère épanouie, tu t'en es sortie, on va dire. Nous, on a une masterclass sur notre site qui est celle de Boris Cyrulnik et qui parle beaucoup de la résilience, de comment se remettre d'un traumatisme et de reprendre un développement normal. Mais il dit aussi, si on a acquis des facteurs de protection dans l'enfance, on peut se sortir
au moment où on vit un trauma, une épreuve, de n'importe quelle situation. Toi, et il dit aussi souvent que ça passe par la mère, mais toi, à ton avis, quels ont été tes facteurs de protection dans l'enfance qui t'ont peut-être permis finalement d'avoir aujourd'hui la vie que tu as ? Oui, c'est une très bonne question. C'est ce qu'on appelle aussi les facteurs de croissance traumatique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir surmonter l'épreuve et la transformer en force. Alors effectivement, moi, c'était pas le lien d'attachement à ma mère, parce que j'ai eu un attachement hyper insécure. C'était, je crois, d'abord la spiritualité. C'est que toute petite, en fait, j'ai ressenti que quelque chose d'autre que ce qui était visible existait. Et comme je voulais pas devenir comme ma mère, je m'étais construit en fait une représentation où ma mère était ma mère sur terre, mais il y avait autre chose. Et je me suis beaucoup tournée en fait vers la prière. Petite, ouais, je priais. Alors, qu'est-ce qui m'a amené ça ? Bon, mes parents m'avaient éduquée dans la foi catholique, mais je les sentais pas ardemment croyants. Est-ce que c'est ma grand-mère, justement paternelle, qui avait toujours son chapelet à la main, sans être bigote du tout, mais avec cette idée qu'on pouvait s'en remettre avec confiance à quelque chose de supérieur. Et donc il y avait cette ressource de la spiritualité où j'ai toujours pensé qu'il y avait autre chose, sans rentrer forcément toujours dans tous les dogmes. Je ne me reconnais pas forcément aujourd'hui dans tous les dogmes de l'Église catholique, mais je prie. Par contre, je prie toute seule. Il y avait des figures quand même. Tu disais, mais il n'y avait pas des gens dans l'entourage. Et je disais pas dans l'entourage familial, mais par contre, il y avait des professeurs à l'école qui ont pu remarquer des choses pas normales. C'est-à-dire, mais c'est une enfant très douée, mais elle a l'air très triste, elle a l'air d'avoir peur parfois. Ma prof de danse, elle se demandait pourquoi j'avais l'air tellement fatiguée, pourquoi j'étais si maigre, pourquoi j'avais tant de cernes. Il n'y a jamais eu des signalements Alors, il n'y a jamais eu de signalement parce qu'il n'y avait pas de marque physique de coup et que moi, je mentais. Okay. Je couvrais ma mère. Okay. Donc je disais, ma mère est parfaite, mais elle est en dépression, elle a besoin qu'on l'aime, les gens l'aiment pas assez, papa est pas gentil avec elle, etc. etc. Tu disais que et puis ma mère étant très perverse, elle était capable d'aller voir les professeurs à l'école pour anticiper, en disant, vous savez, peut-être que Marie-Estelle a l'air fatiguée, mais c'est parce qu'en ce moment, à la maison, c'est très difficile avec son papa, on se dispute beaucoup. Donc en fait, elle sapait, comme tous les pervers, elle arrivait à retourner les gens. Il y avait ma prof de piano qui essayait de me prendre à dormir chez elle de temps en temps, qui me disait, n'arrête pas le piano, continue, etc., etc. Donc oui, il y a eu des figures qui m'ont aidée, qui m'ont renvoyé une image positive de moi qu'à l'époque, je n'arrivais pas à intérioriser, mais qui m'a sans doute quand même, qui restait sans doute dans un coin de ma tête et qui me donnait la force d'avancer. Et puis, la lecture a été pour moi un refuge et une ressource considérable. En fait, quand je lisais, ma mère me laissait tranquille. Et donc, j'ai dévoré. J'étais boulimique de lecture complètement quand j'étais jeune. Et je pense que mine de rien, que ce soit la littérature, la philosophie, etc., ça vous donne accès à une pensée, à des héros qui vous donnent la force d'avancer. Ouais. C'est un facteur de résilience énorme. En fait, c'est pour ça que moi, je dis aux parents, voilà, mettez pas les enfants devant des écrans, mais lisez-leur, racontez-leur la mythologie grecque, etc., qu'ils aient envie d'être des héros. Parce que dans les situations d'épreuve, celui qui s'en sort, c'est celui qui surmonte ses angoisses, en fait. C'est vrai. C'est ça, être un héros. Ouais. Hein. C'est pas faire des choses exceptionnelles, c'est surmonter ses peurs. Mais c'est vrai ce que tu dis, souvent avec les enfants, quand ils traversent une petite crise ou une épreuve, souvent ils réclament des histoires ou voilà, une autre histoire que la leur parfois. Et c'est intéressant ce que tu dis, et je pense que ça va parler à pas mal de gens qui nous regardent. Et surtout, ça fait écho aussi au témoignage qu'on a enregistré dans cette émission de Michel Onfray, qui lui aussi a une enfance très difficile. Et il a été chercher des tuteurs un peu de résilience, et il y a eu beaucoup de profs qui ont été, qui ont fait office de mentors. Il nous en parle dans la masterclass qu'il a fait sur notre site aussi, et dans l'interview, il nous raconte justement que ça l'a aidé justement à avancer, à prendre confiance. Et voilà, lui, il a été placé à l'orphelinat très tôt alors que ses parents étaient vivants. Oui. Et il a une relation compliquée avec sa mère en plus, aussi, il venait d'un milieu très modeste. Moi, j'avais la chance qu'il y ait des moyens matériels, et donc j'ai pu me payer des psychothérapies, j'ai pu me payer des soins médicaux quand j'étais malade, etc., et me faire suivre. Et ça, je pense que c'était un atout qui aurait pu me servir à basculer dans la drogue et à basculer dans des dépenses qui étaient mortifères, et que j'ai eu la possibilité de mettre dans le fait de me soigner, en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas glissé ? Parce que tu dis, c'est finalement à l'adolescence, à 17 ans, que tu as décidé d'aller consulter, mais tu aurais pu tout aussi bien consulter pour t'en sortir que te laisser glisser, en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris le pas de la survie ?
Je crois que j'avais envie, par opposition à ma mère, d'être quelqu'un de bien. Ok. J'avais pas envie d'être célèbre, j'avais pas envie d'être riche, j'avais pas envie. Mon ambition, qui était peut-être encore plus orgueilleuse en fait, c'était d'être équilibrée. Qu'on se dise cette fille, elle fait pas de mal autour d'elle. Et j'avais envie d'être psy, j'avais envie d'aider des gens à s'en sortir. Donc j'étais bien obligée d'aller bosser sur moi. Et puis, je crois que je cherchais l'amour de mes frères et j'avais envie qu'ils soient fiers de moi. Alors, je crois qu'ils s'en foutent complètement, mais l'objectif, ça m'aiguillait. Il y a eu aussi la rencontre qui a été assez déterminante avec celui qui est devenu mon mari et le père de mon fils aîné à 17 ans et qui était un garçon qui était totalement révolté par ma famille parce que lui avait une famille où le clan c'est important et on est là les uns pour les autres quoi qu'il arrive. Et non seulement on ne donne pas de coup de pied à un enfant qui est à terre, mais tout le monde se resserre autour de lui s'il vit une épreuve. Et donc moi, ça m'a mis une claque énorme parce que ça m'a renvoyé en miroir tout ce que j'avais pas eu. Donc quelque part, c'était assez douloureux à vivre. Et en même temps, ça a été une chance énorme, une porte de sortie, un peu une famille d'accueil à un moment donné. J'ai passé tous mes Noëls chez eux à partir de 17 ans. Et je pense que l'amour de ce garçon, à un moment donné où j'étais vraiment en train de glisser dans une forme de dépression, je mangeais plus, etc., il m'a prêté de la confiance en moi. Il avait tellement confiance en moi pour devenir mère, il a tellement lourdement insisté qu'il a réussi à me convaincre en fait. Et même si aujourd'hui on est divorcés et que voilà, il fallait se séparer un moment, j'ai de la gratitude pour lui parce que son masculin aimant a fait tiers avec ma mère qui était fusionnelle d'une manière morbide, là où mon père n'a pas pu couper le cordon en fait. Ça a apporté une forme de réparation. Bien sûr, mais en fait, l'amour est la meilleure des thérapies quand il est sain, en fait. Et tu le dis dans la masterclass que tu as créée pour nous sur Mentor Show, à un moment donné, dans une leçon, tu expliques que parfois, l'autre, dans le couple, nous permet d'avoir un éclairage différent sur ce qu'on a vécu, sur la relation qu'on a avec notre famille, et que même si parfois c'est un peu difficile de l'entendre, finalement, ça fait du bien aussi d'écouter cette autre analyse, cet autre avis, et que c'est aussi une piste parfois pour avancer quand on a vécu des choses aussi difficiles que celles que tu décris. Et ça, c'est très juste. Et d'ailleurs, toi, tu en as fait l'expérience et on voit à quel point ça t'a aidé. Est-ce que c'est à ce moment-là, quand tu l'as rencontré, que tu as pris conscience de la toxicité, oui, c'est même plus qu'une relation toxique. À quel moment, je me dis, tu as tellement couvert ta mère, tu as tellement pris sur toi, tu as tellement avalé des couleuvres, c'est terrible. À quel moment tu t'es dit, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal ce que je vis. Est-ce que tu te souviens ? Ah lui, il m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'au même âge, il y a eu la rencontre et il y a eu la psychothérapie. Ouais. Et ce que je voulais pas entendre de ma psychothérapeute, comme lui me le disait, et que sa mère à lui me le disait, et que je voyais comment sa mère était avec ses enfants, et comment elle pouvait être avec moi. C'est-à-dire qu'elle me donnait des choses que ma mère ne m'avait jamais données, alors que j'étais juste la petite copine de son fils depuis 3 mois, quoi. Elle n'était pas du tout obligée de faire ça. J'avais une représentation que je n'avais jamais eue de ce qu'était une mère secourable. Alors, j'avais eu ma grand-mère, mais en tant que mère, je la voyais à l'œuvre, en fait, et notamment avec sa dernière fille, qui était plus jeune que moi, qui allait rentrer dans l'adolescence. Et donc oui, ça m'a clairement énormément aidée, parce que je pense que pour la première fois de ma vie, en fait, je voyais un homme en colère de ce qui m'était arrivé. Et comme mes frères ne l'avaient jamais manifesté, comme ils avaient été complètement castrés ou qu'ils avaient pris la fuite, et comme mon propre père ne s'était pas positionné, moi j'avais intériorisé que je n'avais pas de valeur, que je n'en valais pas la peine. Et puis à chaque fois que je commençais à me rebeller, mon père me disait « mais enfin, passe un coup d'essuie-glace, tu veux devenir psy, c'est à toi de comprendre, tu sais bien que ta mère est malade, elle est très stressée, c'est sa manière à elle de témoigner son affection ». Donc du coup, moi, ça me renforçait dans mes mécanismes de déni. Voilà, vous ne pouvez pas être seul contre tous. Quand tout le monde est dans le déni, vous allez être encore plus exclu. Donc lui n'a pas été dans le déni, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Au début, j'ai eu du mal en fait à accueillir son amour parce que je me disais mais il a un grain en fait, c'est pas possible de m'aimer. Et finalement, il m'a obligée on est restés ensemble 14 ans, et il m'a obligée quelque part à aller travailler sur cette blessure de rejet parce que je me rendais compte qu'en n'acceptant pas son amour, je le blessais.
Et donc finalement, c'est le fait de ne pas vouloir blesser un garçon que j'aimais qui m'a obligée à travailler sur cette blessure. Donc c'est là aussi que l'amour est salutaire parce que quand vraiment on n'arrive pas à s'aimer soi, c'est parfois pour ceux qu'on aime qu'on va aller bosser et travailler sur ce qui est amoché en nous. Ça t'a aidé, tu parles des blessures, ça t'a aidé le travail de Lise Bourbeau, tu sais, c'est une de nos mentors aussi sur le site et elle nous aide dans la masterclass à identifier les différentes blessures. Toi, la blessure, ta blessure principale, ça a été celle du rejet, tu penses ? C'était d'abord et avant tout la blessure de rejet, vraiment de cette mère qui activement ne veut pas de moi et fait tout pour me détruire, n'appelle pas le SAMU quand je suis en train de mourir d'une méningite, etc. etc. Mais en fait, c'est la femme de ménage qui s'alerte et qui dit là il y a un souci. C'est la nounou qui, en arrivant le lendemain matin, appelle l'ambulance parce que j'ai une méningite, donc on sait qu'on peut mourir d'une méningite. Et ça peut être foudroyant. Et ça peut être foudroyant, tout à fait. Le travail de Lise Bourbeau, je ne l'ai pas découvert au début de mes études de psychologie, je l'ai découvert pas tout de suite, mais oui, effectivement, ça m'a aidée. Alors après, quand on a guéri la blessure principale, il y en a d'autres. Moi, j'ai guéri assez vite la blessure de rejet, finalement, mais j'ai mis beaucoup de temps à guérir la blessure d'humiliation. Et je l'ai su parce que je revivais dans d'autres types de relations que des relations familiales. Je pouvais, pas du tout professionnelles, mais dans des relations personnelles, je pouvais revivre de l'humiliation. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui n'est pas réglé chez moi pour que je permette à l'autre de m'humilier et c'est pour ça qu'il faut accepter qu'on a parfois besoin de faire certaines rencontres ou d'avoir certaines relations pour aller bosser ce qui n'est pas réglé chez nous. Et maintenant, ça, c'est OK. Maintenant, c'est réglé. Et je le vois puisque j'attire plus du tout le même type de personne. C'est super intéressant. Marie-Estelle, c'est le principe de l'émission. Je t'ai demandé si tu pouvais nous amener des photos. Alors tu nous as amené une magnifique photo très perso, très intime. Merci de partager ça avec nous. Est-ce que tu veux bien nous dire pourquoi tu l'as choisie déjà, parmi toutes les photos que tu dois avoir dans ton téléphone et qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors, on a tourné la masterclass quasiment 4 ans, jour pour jour, après cette photo. Okay. C'était en 2020, pendant le confinement, dont tu dois très bien te souvenir aussi. Et moi, j'ai eu la bonne idée d'accoucher pendant le confinement, non pas d'un bébé, mais de 2 bébés. Des jumeaux. Donc, j'ai eu des jumeaux en pleine crise sanitaire, avec l'école à la maison pour le grand. Non pas 14 mois de congé maternité parce que je suis pas salariée, mais plutôt 14 jours parce que les plateaux télé m'appelaient et que les patients n'allaient pas bien. Donc c'était vraiment une période très très folle. Et j'ai mis ces 2 petits bébés au monde et donc en fait je suis devenue du jour au lendemain mère de famille nombreuse. Moi qui avais cru si longtemps que je serais incapable d'être mère, qu'avec ce que j'avais vécu j'allais pas être une bonne mère, et donc j'ai eu un sentiment à la fois d'une responsabilité complètement écrasante et en même temps, ça a été une décharge d'adrénaline. Et ces bébés m'ont fait aller chercher des ressources que je ne soupçonnais pas chez moi, en fait. Où tu as 14 biberons par jour, l'école à la maison, c'est complètement fou. Et en fait, là, il y a Stanislas et Raphaël. J'adore cette photo parce que, en fait, quand on a des jumeaux, on réalise qu'on n'a que 2 bras. Ouais. Et que la nature est très mal faite parce que les mères de jumeaux devraient vraiment avoir un 3e bras. Et donc sur la photo, tu vois, tu vois un peu l'astuce, comment je fais. Et il y en a un dans mes bras à qui je donne le biberon, l'autre qui est dans la poussette, et puis après t'échanges et tu fais un câlin à celui qui était dans la poussette. Et voilà, et je trouve cette photo assez jolie parce qu'en fait mon visage, alors que je dors pas, est apaisé. Ah ouais, t'es impeccable, je te confirme. Et je crois que j'étais apaisée par l'amour. En fait, tout l'amour que mes 3 enfants me faisaient ressentir me guérissait de la peur que j'avais de ne pas pouvoir être mère, en fait. Et l'amour que j'ai ressenti pour eux me rassurait sur la possibilité d'un lien complètement différent, en fait. Et là, j'avais rompu le sort, j'avais rompu la malédiction, en fait. T'avais pas la frousse pendant les grossesses de transmettre un trauma ? J'avais la frousse avant parce que mon mari a mis beaucoup de temps à ce que j'accepte en fait d'être enceinte de mon premier enfant, mais Théophile a été une révélation. J'ai vécu, mais je le dis dans le livre, je dis que le jour de sa naissance est peut-être le premier jour dans ma vie où je respire correctement. C'est-à-dire que le fait d'avoir donné la vie m'autorise moi à avoir un peu de répit, et paradoxalement c'est ce moment tellement intense et tellement difficile en travail physique et psychique, qui, moi, m'apporte un répit
parce que je me dis, ok, c'est bon, je n'ai plus de compte à rendre à personne pour être plus que parfaite et obéir à une femme tyrannique. Là, il n'y a que mon enfant qui compte. Et ça m'a apporté une grande paix. Alors, c'est moi, je ne suis pas en train de faire du prosélytisme pour les femmes qui ne veulent pas d'enfants, je le respecte complètement. Mais ce que je veux aussi transmettre comme message d'espoir, c'est pas parce que votre mère vous a pas aimé que vous ne serez pas en capacité d'aimer vos enfants, d'être aimé de vos enfants et d'aimer être mère, en fait. Voilà, on peut vivre autre chose, c'est ça la liberté. On peut donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est un message d'espoir aussi de se dire qu'on ne transmet pas forcément ce gros traumatisme. Alors après, ce qui est drôle, c'est que la vie a fait que j'ai eu que des garçons. Comme si dans mon inconscient était restée nichée la peur que je sache pas m'occuper bien d'une petite fille, en fait. Tu crois que ça peut vraiment s'expliquer scientifiquement, ça, biologiquement? Je sais pas du tout, hein, mais c'est drôle. Je peux pas m'empêcher de me dire, tiens, j'ai pas eu de fille. Il y avait peut-être quand même quelque chose qui n'était pas complètement cicatrisé. J'avais peut-être vraiment peur de pas savoir faire avec une petite fille. Tellement moi, il m'a fallu de temps en fait pour accepter ma féminité. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à celles ou ceux qui ont vécu un gros trauma dans l'enfance et qui ont hyper peur de devenir parents et qui ont envie de l'être? Quel est le meilleur moyen d'essayer pour travailler sur soi, essayer de dépasser son que déjà, c'est bon signe que vous ayez peur. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le déni et que vous êtes conscient d'avoir été abîmé, mais que vous n'êtes pas, j'ai envie de leur dire, on n'est pas ce qu'on nous a fait. Voilà. Il ne faut pas s'identifier au trauma. Le problème, il est du côté de celui qui vous a fait ça et c'est pas vous. Vous êtes OK, mais c'est OK que vous ayez peur. Acceptez votre peur. Elle est normale, elle est saine. Maintenant, elle ne doit pas devenir inhibitrice et paralysante. C'est important de vous en libérer pour savoir ensuite discerner si vous voulez réellement un enfant ou plutôt si vous ne voulez pas d'enfant ou si c'est votre peur qui écrase votre désir. Donc, allez en thérapie. Voilà, allez en thérapie pour ne plus subir en fait ce qu'on vous a fait et retirer cette toute-puissance à celui qui vous a fait du mal. Alors du coup, oui, on peut avoir peur à l'évocation d'être parent quand on a vécu un gros trauma. Et puis avant ça, il y a forcément aussi la peur de se mettre en couple, de se dire est-ce que je vais arriver à vivre une vie amoureuse, une vie sentimentale épanouie. Et t'en parles dans la masterclass que tu as créée pour nous, comment avoir une vie de couple épanouie. C'est-à-dire avant ça, se réparer, savoir qui on est, savoir ce dont on a besoin. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi c'est important pour toi de travailler sur ce sujet du couple aussi pour nous, en plus de tous les autres sujets que tu traites? Pourquoi c'est important pour toi de créer cette masterclass-là sur la vie de couple épanouie? Parce que je trouve que le couple est une des plus belles aventures humaines et que finalement, c'est peut-être le domaine de la vie qui demande le plus de boulot. Alors, c'est un gros travail d'être parent, on a notre vie professionnelle, mais accorder deux adultes, deux alter-ego et que ça se passe bien, ça implique d'avoir bossé sur son modèle parental, ça implique d'avoir bossé sur ses peurs, ça implique de sortir des projections, ça implique une immense évolution. En fait, Paul Salomon en parle très bien dans La Sainte Folie du couple. Elle explique comment on est d'abord un couple complètement inconscient, on est en couple peut-être pour des raisons sociétales, pour fonder une famille, etc. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas encore conscientisées et comment ça peut être un cheminement non pas un enfermement, une régression pour se rassurer contre la solitude, mais au contraire, moi je pense que ça peut être vraiment une spirale en fait de croissance et d'éveil absolument incroyable et qu'on est des êtres de relation, on ne peut pas survivre sans lien d'attachement. On peut être très heureux en étant célibataire, mais on a besoin de liens affectifs durables. Et aujourd'hui, on est dans un monde où tout est interchangeable, où quelque part on zappe un peu les partenaires dès qu'il y a une frustration. Je trouve que le couple est une superbe école de la vie et moi j'adore voir des personnes très très âgées qui s'embrassent sur des bancs. Ouais. En fait, je me dis mais ces gens sont en train de récolter tous les efforts qu'ils ont faits, toutes les peines qu'ils ont surmontées ensemble. Ils sont forts de toutes les épreuves qu'ils ont surmontées, de la confiance qu'ils ont eue, non pas forcément en eux-mêmes, mais en tout cas dans leur relation et avoir confiance dans le lien. Aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui guérirait le plus notre société, avoir confiance dans l'adulte pour un enfant, avoir confiance en son enfant pour un parent. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire cette masterclass sur le couple. Tu nous as amené une autre photo, très apaisante. Oui, alors en fait, cette photo, c'est en Bretagne. C'est mon lieu d'écriture. C'est-à-dire que comme j'ai une vie assez chargée à Paris, j'avoue que les livres que j'écris, je les écris pas à Paris. Je fugue
pendant quelques jours, 1 ou 2 fois dans l'année, et c'est vraiment les moments où j'écris le plus. Et puis après, je reprends ce que j'ai écrit à Paris, mais le premier jet, je l'écris toujours face à la mer, en fait. Et donc, j'ai un lieu où je vais, où la lumière est toujours magnifique, même s'il ne fait pas très beau, il y a toujours une lumière incroyable le matin et le soir. Et voilà, et je me lève le matin et j'ai ma routine d'écriture. Je commence par aller nager pendant 1 heure, et une fois que j'ai nagé pendant 1 heure, je me mets à ma table de travail, et là, je vois pas les heures passer. J'entends juste le bruit des vagues, je deviens complètement autiste, je parle à personne pendant 1 semaine. J'entends le bruit des vagues, et c'est là que j'ai vraiment accouché de mon dernier livre, d'ailleurs, Être parent en temps de crise, que j'avais fini, Se libérer de son moi toxique. Voilà, là, la mer me porte, en fait, et j'ai un rythme d'écriture qui vient très naturellement. C'est une sorte de safe place oui, pour complètement, toi, ouais. Complètement. C'est un lieu de retraite, en fait. Ouais. Et j'en reviens complètement régénérée. Ça a l'air fantastique, en tout cas. Mais après, moi, jolie, j'aime beaucoup être seule. J'ai besoin d'avoir des moments seuls aussi pour me récupérer émotionnellement de mon métier de thérapeute qui est assez prenant. Oui, j'imagine. Pour terminer, Marie-Estelle, j'aimerais te demander si tu as quelque chose à dire à ces mères qui, à un moment donné, se sont senties dépassées, qui ont peut-être commis l'irréparable, hein, comme toi, ce que tu as vécu dans ton enfance. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes qui, à un moment donné, ont pas accompli cette mission-là qu'on attend d'elles en tant que mère, quoi? Alors, l'irréparable, il n'est pas ponctuel. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous été dépassés par la fatigue. À un moment donné, ça nous est tous arrivé de crier, d'avoir une parole blessante. L'irréparable, d'abord, il est dans la durée et la chronicité et l'intentionnalité. Ma mère n'a jamais eu l'intention de bien faire. Ma mère ne supporte pas mon existence. C'est quand même pas pareil qu'être une mère un peu trop stressée, qui peut s'emporter dans le tunnel 18h-20h où tout le monde braille à la maison et tout le monde compte sur elle. Donc d'abord, je crois que c'est important de faire cette nuance. Ensuite, je voudrais dire à ces femmes, il n'est jamais trop tard pour demander pardon de manière sincère et vous demander ce qui, dans votre histoire, vous a conduit à ne pas trouver les clés d'une maternité pacifiée, en fait. Parce qu'en général, la souffrance est mère de la souffrance. Donc on est rarement une mère toxique et dévastatrice quand on a eu une mère qui nous a transmis les clés de la féminité, la confiance en soi, etc. etc. Donc il faut qu'elles aillent regarder dans leur histoire et il n'est peut-être pas trop tard. Alors elle le paie peut-être très cher, c'est-à-dire que là j'ai une patiente qui me dit mais mes enfants veulent plus me parler pour le moment. Parfois, c'est qu'une période. Il ne faut pas qu'elle perde l'espoir. Il faut qu'elle leur demande pardon. Il faut qu'elle tolère que, pour le moment, ils ne peuvent pas lui parler. Ils ont besoin de cette distance pour eux se récupérer de ce qu'ils ont vécu. Qu'elle n'a pas besoin d'attendre qu'il lui reparle pour travailler sur elle. Et parfois, il y a des dénouements heureux. Là, j'ai une patiente qui a retrouvé sa fille, qui ne lui a pas parlé pendant 3 ans. Et puis, ça y est, sa fille, elle lui a demandé pardon. Et puis, sa fille a fini par retourner vers sa mère. Donc, je pense que rien n'est jamais perdu. Parfois, c'est au moment aussi où on devient grand-mère qu'on se retrouve avec sa fille qui devient mère parce que les places bougent et qu'un bébé, c'est quand même un détonateur tellement puissant dans une famille qu'en faisant bouger les lignes générationnelles, il peut amener aussi des miracles de guérison des cœurs. Donc voilà, mais je veux leur dire vraiment travaillez sur vous et montrez à votre enfant parce que vous êtes le parent, donc vous avez cette responsabilité de toujours dire à votre enfant, même si vous avez des fins de non-recevoir, je suis là si tu as besoin, je te demande pardon, je suis prêt à entendre ce que tu as à me dire, ne garde pas cette colère pour toi. Et puis le jour où il voudra saisir la perche que vous lui tendez, il le fera. Mais demandez à votre conjoint de vous aider aussi parce que le tiers est important. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait de mère dévastatrice si le père fait son job. Il peut y avoir un père qui pète les plombs à un moment T, mais si la mère met une limite et inversement, ça ne peut pas prendre la même ampleur. Là, on voit bien comment ce qui s'est passé, j'aurais gagné 20 ans et ça ne se serait jamais passé dans ces dimensions-là s'il y avait eu le tiers séparateur en fait. Tu as eu l'occasion de dire à ta mère que tu t'étais libérée de son emprise ? Non, mais je pense qu'elle le constate dans son quotidien, puisqu'elle n'a plus de nouvelles de moi, et puisque elle voit ce livre en librairie, et puisqu'elle voit que même si je dois travailler beaucoup pour subvenir aux besoins de mes enfants, en fait, je suis heureuse d'être mère de 3 garçons et que j'ai pas l'air, je pense que j'ai pas l'air d'être une femme complètement au bout du rouleau et désespérée par sa vie. Donc je pense que le fait de voir mon épanouissement amical, familial, professionnel, elle se rend bien compte que non, je n'ai pas sombré dans sa tyrannie du malheur, que je ne suis pas repliée sur moi, que je ne suis pas aigrie par la vie, et voilà.
Quel message d'espoir tu pourrais donner à ceux qui ont vécu une enfance peut-être similaire à la tienne? Encore une fois, qu'on n'est pas ce qu'on nous a fait. Que oui, c'est long, oui, c'est rageant, oui, c'est désolant parce que ça va bousiller notre corps, ça va bousiller notre psychisme, ça va bousiller plein d'amitiés parce qu'on va pas choisir les bonnes personnes, qu'on va retomber sur des gens jaloux, que ça va bousiller notre vie sentimentale peut-être, mais que si on est patient, courageux, qu'on se concentre sur sa ligne de nage et qu'on travaille sur soi sans se préoccuper du regard des autres, mais alors il faut vraiment pas se préoccuper du regard des autres, on s'en fiche de ce qu'ils projettent, on peut être heureux, on peut être bien avec soi, on peut restaurer un amour justement peut-être beaucoup plus juste de soi parce que on est moins dans l'ego et on est plus dans l'acceptation de ses limites. En fait aujourd'hui, vous voyez par exemple, j'ai une gratitude vis-à-vis de mon corps, qu'il ait surmonté tout ça et qu'en plus il ait mis au monde 3 enfants. Donc en fait il y a une réconciliation qui se fait sur un autre plan et qu'on peut, ça prend beaucoup de temps mais on peut arriver à quelque chose d'encore meilleur que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Super. Merci beaucoup Marie-Estelle d'avoir été avec nous. Merci Leslie.